Bonjour à tous, c'est Alex pour les jeunes IHEDN. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va vous parler d'influence, on va vous parler de guerre de l'information, on va vous parler de vaincre sans violence de Raphaël Chauvency. Aujourd'hui, interview avec son auteur menée par Sébastien Caillès. Alors n'hésitez pas, posez-vous et bonne écoute. Les jeunes IHEDN sont honorés de vous recevoir pour évoquer les enjeux de la lutte informationnelle et lancer cette nouvelle année de recherche. Pouvez-vous vous présenter dans un premier temps avant d'aborder différents aspects de la lutte informationnelle? Oui, avec plaisir. Merci en tout cas pour cette invitation. Donc, je sers comme officier supérieur dans les troupes de marine depuis une vingtaine d'années. J'ai eu l'occasion d'être affecté à plusieurs reprises à l'étranger, donc outre-mer, en Martinique, où j'ai commandé ma compagnie. J'ai passé 4 ans chez les commandos britanniques, la Royal Marines, dans le cadre d'un programme d'officier d'échange. Je sers actuellement au Nigeria. J'ai eu l'occasion de faire différentes missions donc, au Mali, comme beaucoup d'entre nous, au Tchad, à Djibouti, des missions dans le Grand Nord, dans les Balkans, en Asie centrale. Voilà, je suis également très intéressé, je travaille par ailleurs aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel sur les problématiques de guerre non cinétique et d'affrontements non cinétiques qui aujourd'hui sont devenus une part incontournable des affrontements et des nouvelles guerres. Ce que j'entends par non cinétique, c'est-à-dire l'influence, les guerres de l'information principalement. Après, on peut bien sûr élargir, aller vers les guerres économiques, etc. Mais je pense que le secteur sur lequel je me suis le plus concentré, eh bien, celui des guerres de l'information et d'influence. Très bien. Euh, Quelle est la finalité de la guerre par le milieu social qui regroupe du coup la lutte informationnelle et l'influence? Ouais, alors la guerre par les milieux sociaux regroupe, comme vous l'avez très bien dit, influence et guerre informationnelle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher à agir directement sur l'adversaire. Elle va plutôt chercher à agir sur son environnement et sur ses perceptions. L'influence, c'est l'action sur l'environnement. Ça va consister à mettre en place des mécaniques qui vont quasiment irrésistiblement amener la cible à agir comme on le souhaite. Des mécaniques, ça peut être, je vais prendre l'exemple typique d'influence réussie, en tout cas jusqu'à tout récemment, ça a été le système euro-atlantique mis en place par les Américains. Le système euro-atlantique mis en place par les Américains était un système d'influence qui a permis de modeler à la fois notre environnement cognitif. Les Européens n'ont plus réussi à s'imaginer eux-mêmes assurer leur propre défense, s'imaginer eux-mêmes avoir leurs propres intérêts géopolitiques en dehors des États-Unis. Influence cognitive. Influence également structurelle, c'est que structurellement et militairement, les Européens se sont trouvés dans l'incapacité d'assurer leur propre défense sans l'appui des Américains. Et le plus beau de tout ça, c'est que ce système n'est pas un système qui a été imposé, mais un système qui a été certes conçu par les Américains, mais accepté par les Européens, et j'irai plus loin, voulu par les Européens, puisqu'on voit qu'aujourd'hui que les Américains changent un petit peu de portage, ce sont les Européens qui s'accrochent le plus à ce système qui avait été mis en place par Washington pour son plus grand bénéfice. L'influence également, ce n'est pas forcément la manipulation. Si on veut qu'une influence soit durable, il faut qu'elle soit équilibrée. Et je reprends mon exemple euro-atlantique. Ce que les Américains avaient très bien su faire, c'est qu'ils avaient créé un équilibre dont ils étaient certes les principaux bénéficiaires, mais dont les Européens tirent également un bénéfice. Et un bénéfice suffisant pour qu'ils jugent qu'il était plus dangereux de remettre en cause ce système que de le faire perdurer. Donc ça, c'est pour l'influence. Après, la guerre de l'information, elle, va plutôt agir sur les perceptions. Voir comment, en fait, plutôt que de contraindre quelqu'un à agir dans un sens ou dans un autre, plutôt que de chercher à le forcer, plutôt que de chercher à plier sa volonté, le mieux est de réussir à faire en sorte qu'il veuille ce que nous voulons. Et en fait, la guerre de l'information, ça va être ça. Rechercher par différents mécanismes, différentes méthodes, elles sont très nombreuses, j'en ai évoqué un certain nombre dans mon livre et pas toutes. Euh, Comment faire en sorte que la cible perçoive le monde tel qu'on veut qu'elle le perçoive? Comment agir sur ses critères d'analyse, sur ses critères de légitimité, etc., etc. Et donc, cette guerre par le milieu social agit sur l'ensemble de ce que j'appelle le milieu social. L'expression n'est pas de moi, mais du colonel puis général Nemo. Le milieu social, c'est en fait l'ensemble des interactions
qui permettent à des individus de former un groupe. Et de former un groupe avec une visée stratégique. Mais ce groupe a lui-même ses propres contradictions internes. Donc en fait, on va utiliser la pesanteur de ce groupe lui-même contre lui pour soit l'orienter dans le sens voulu, soit d'une manière plus offensive, chercher à provoquer sa dislocation. Parce que la guerre ne consiste pas à tuer des individus, c'est contrairement à l'image d'Épinal qu'on peut en avoir, la guerre consiste à imposer sa volonté. Et le meilleur moyen d'imposer sa volonté à un adversaire, eh bien, c'est de provoquer son effondrement intérieur. C'est de le disloquer et de faire en sorte qu'il n'ait plus de volonté stratégique, autonome, capable de rivaliser avec la nôtre. Merci beaucoup. Quel est votre état des lieux sur la lutte informationnelle intense exercée par nos compétiteurs au Sahel et surtout à l'aune du retrait des troupes militaires françaises sur le continent africain? Alors aujourd'hui, il faut avoir conscience, et l'ancien état-major des armées, général Burkhardt, l'a rappelé, que nous sommes en guerre. Nous sommes véritablement dans le cadre d'une guerre hybride contre la Russie principalement, mais d'autres compétiteurs également interviennent de manière très agressive. Au Sahel, la Russie était le principal intervenant, et il est remarquable de voir l'efficacité d'une offensive informationnelle bien menée, puisque si on regarde au niveau tactique et cinétique, les opérations que la France a menées au Sahel ont été un immense succès. Alors je ne dis pas que les terroristes ont été vaincus, je dis que la situation a été stabilisée avec 5000 hommes sur un territoire grand comme l'Europe. C'est-à-dire qu'au niveau opérationnel, les résultats obtenus par les forces françaises sont absolument inouïs. Et malgré ces résultats inouïs, une offensive informationnelle extrêmement bien menée a conduit finalement à une remise en cause de la perception d'une partie des opinions publiques sahéliennes. Je dis une partie parce qu'il faut quand même mitiger, les plus visibles ne représentent pas forcément la majorité, mais une partie des opinions publiques sahéliennes qui ont finalement provoqué un retrait de la France et même une situation diplomatique qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est une situation de rupture. Comment les Russes ont-ils procédé? Ils ont procédé de manière bien simple. Ils avaient un terreau qui était extrêmement favorable. Situation qui était difficile sur le plan sécuritaire, des populations qui étaient dans une situation d'insécurité physique, mais aussi alimentaire. Je vais même dire culturelle, quelque part, en raison des oppositions traditionnelles qu'il pouvait y avoir entre certaines régions, certaines ethnies et certaines visions qu'on pouvait avoir dans ce secteur. Et je vais vous prendre un exemple. Ils ont suivi une méthode qui est très très simple. Très très simple pour discréditer les forces françaises. Et qui marche à tous les coups, que vous pouvez reproduire si vous voulez, même dans le monde civil, même si vous cherchez à déstabiliser une entreprise adverse. Eh bien, la première chose est de préparer des messages qui soient simples. Si on veut entrer dans le cerveau de la cible, il faut viser la simplicité. Parce que l'être humain ne va pas chercher la complexité, il va chercher la simplicité parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible et quelque part de plus rémunérateur pour le cerveau. C'est pas tout. Il faut aussi que le récit que vous allez créer soit cohérent. Alors, cohérent ne veut pas dire logique. Il veut dire cohérent en apparence. Et je vais vous donner un exemple juste après. Il faut également qu'il soit manichéen. Pourquoi manichéen? Parce que, toujours dans cette idée de rentrer dans le cerveau de la cible, manichéen, on a des gentils, des méchants. On est capable de canaliser sa colère et son ressentiment sur une cible en particulier. Et surtout, elle permet de donner une explication à une situation complexe. Manichéen, tout est de la faute d'un tel. C'est le principe de base de l'antisémitisme, du courant anti-français au Sahel aujourd'hui, etc. Ensuite, il faut que votre récit évoque un écho mémoriel, ou un écho culturel, ou un écho religieux. Pourquoi? Pour aller chercher au plus profond de l'esprit de la cible quelque chose comme un miroir. C'est-à-dire que votre récit va jouer avec ses croyances personnelles en miroir et en fond. Donc ce que vous allez lui dire va comme lui évoquer le sentiment de quelque chose de déjà vu, va s'insérer dans un environnement familier. Et donc si vous arrivez à faire tout ça, eh bien vous allez arriver à modifier les perceptions. Et je prends un exemple russe, c'est ce qu'ils ont fait au Sahel. Il y a eu un discours qui était extrêmement simple. L'armée française est une armée extrêmement puissante, elle n'arrive pas à vaincre les terroristes. Donc, l'armée française est complice.
Et là, on a à la fois simplicité et cohérence. Simplicité, le discours est très simple, mais il est cohérent. L'armée française est extrêmement puissante, elle n'arrive pas à vaincre définitivement les terroristes, donc c'est qu'elle est complice. Elle est complice, donc si elle est complice, les maux de la région sont dus à l'intervention française. On rajoute un écho mémoriel en parlant de néocolonialisme. Et on arrive à un discours qui finalement, en tout cas dans les villes, dans les campagnes, ça peut être le cas, mais en tout cas dans certaines grandes villes sahéliennes, ont réussi à mobiliser la jeunesse et en jouant également, c'est la cerise sur le gâteau de tout discours offensif, en guerre informationnelle, il faut soit susciter une forte crainte, soit susciter un fort désir. Pourquoi? Parce que la peur et le désir sont en fait les deux moteurs de l'être humain. Et donc là, le discours a terminé en suscitant à la fois la peur du Français qui cherchait à mettre la main sur le Sahel et le désir, l'espoir du Russe qui allait venir les sauver. Et donc, un certain nombre de récits bâtis exactement selon ce schéma ont réussi à déstabiliser la France. D'autres méthodes moins élaborées consistent également à saturer les esprits. Et donc, on voit le déferlement de fake news plus ou moins absurdes qu'on constate en Europe, mais encore plus en Afrique. Et quel lien pouvez-vous faire entre la lutte informationnelle au Sahel et celle qui a été exercée et qui est encore exercée en Ukraine? Elles sont parfaitement liées. On est dans le cadre d'une lutte globale. Ce que cherchent à faire les Russes, notamment vis-à-vis des Occidentaux, vis-à-vis de la France, pour rester sur leur cible principale en dehors de l'Ukraine, c'est saper la légitimité et la volonté française. Donc, saper la volonté et la légitimité française. Pourquoi la France en priorité? Parce que la France est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. La France a une tradition diplomatique extrêmement forte. La France a une armée d'emploi. Et donc, la France seule ne peut pas s'opposer à la Russie, peut-être, mais la France représente la seule force d'entraînement autochtone européenne, si je peux dire, capable de fédérer les énergies pour s'opposer aux visées impérialistes russes. Donc pour cela, il y a également des offensives qui sont menées en Ukraine, qui sont menées en Europe, qui sont menées qui ciblent l'opinion publique française également, en jouant sur des divisions. Mais également plus largement, il s'agit de discréditer la France, de montrer que la place qu'elle occupe dans le monde est une place usurpée. Montrer que sa force d'entraînement, en fait, repose sur du vent. Et pour ça, il s'agit d'attaquer notre pays partout où il est présent. Essayer de le discréditer en Afrique, c'est essayer de montrer, vous voyez, la France a peut-être été une grande puissance, elle ne l'est plus aujourd'hui. C'est également essayer de montrer, vous voyez, la France se prétend gardienne du droit, mais lorsqu'on la présente comme une puissance néocoloniale, on remet en cause sa légitimité à défendre le droit international. Et donc, les offensives informationnelles qu'on peut voir en Ukraine, en Europe ou en Afrique sont toutes liées et sincères dans un projet stratégique global. Alors que votre manuel Vaincre sans violence, synthèse de recherche à la croisée des visions militaires et civiles est réédité pour la 3e fois, estimez-vous que la société française, en lien avec son armée, est suffisamment sensibilisée sur cette guerre informationnelle? Alors, c'est une bonne question. Je pense que nos compatriotes commencent à comprendre les enjeux. C'est vrai que la prise de conscience était tardive. Nos adversaires, nos compétiteurs se sont préparés bien avant nous. Je pense qu'il y a également une forme de blocage psychologique inconscient dans la démocratie en général et dans la nôtre en particulier, qui fait que l'information est la base de l'opinion, du débat et donc de la démocratie. Et l'idée qu'on puisse manipuler l'information, l'idée que l'information soit un champ de bataille et pas un outil pour dialoguer ou alors pour confronter les points de vue, est assez difficile à admettre. Nos adversaires ont préparé longuement leur offensive, une offensive surprise au Sahel. Ils ont cherché à déstabiliser notre société, continuent à le faire de manière de plus en plus agressive. Ceci dit, il y a eu une réelle prise de conscience. Et s'il y a eu une surprise en France, il y a également eu une réaction qui a été extrêmement rapide. Et une réaction que je situerai à différents plans. Alors, sur le plan institutionnel, le fait que l'influence soit devenue une fonction stratégique suite à la volonté du président Macron a été un signal très fort. Le fait que des agences comme Viginum aient pu être créées pour identifier une partie des attaques informationnelles qui pèsent sur nous. La prise en compte du risque informationnel par les armées, qui était prolongée par la prise en compte du risque informationnel par le ministère des Affaires étrangères. Il y a eu un très beau discours qui a été
qui a été fait il y a 2 jours justement et qui a été envoyé, à peu près à tous les agents qui étaient je crois qu'il a été je l'ai vu dans les médias également, qui rappelle qu'aujourd'hui la guerre de l'information est centrale et la guerre de l'information concerne à peu près tous les domaines. Donc ça, c'est pour l'aspect institutionnel. Les entreprises ont commencé à prendre en compte le problème également, puisqu'un certain nombre d'entreprises ont été déstabilisées. Et en fait, déstabiliser une entreprise, c'est quoi? C'est-à-dire remettre en cause sa légitimité. Sa légitimité de 2 manières. Ça peut être sur la valeur de ses produits ou ça peut être sur ses valeurs à elle. Un exemple typique là-dessus qui remonte à quelques années, mais qui est vraiment emblématique, c'est une offensive qui a été lancée contre la SNCF et les trains français de manière plus générale. Pourquoi? Parce qu'il y avait, un marché aux États-Unis, que Alstom s'était mis sur les rangs et qu'en fait, se rappeler que les trains de la SNCF avaient transporté des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était discréditer les candidats français sur ce marché. Voilà, ce sont des choses qui se font tous les jours, à toutes les échelles. Donc les entreprises ont commencé à prendre en compte ce problème. On a vu un certain nombre de cabinets d'intelligence économique, des cabinets également d'influence stratégique intervenir au profit des entreprises qui l'ont pris en compte. Et vu également la société civile, les chercheurs prendre en compte et aujourd'hui ce problème et aujourd'hui la qualité de la recherche en France est excellente. Aujourd'hui si on cherche, on commence à trouver une bibliographie qui est intéressante, on commence à trouver des productions, filmées, écrites, audio, qui sont d'une grande qualité et qui montrent également que des chercheurs, aussi des jeunes gens comme vous, mais aussi, des journalistes, des influenceurs s'intéressent au sujet. Donc oui, il y a une prise de conscience. Nous avons encore des failles, nous avons encore des faiblesses. Une de ces principales faiblesses, c'est que nous sommes passés du déni à une espèce d'obsession de la désinformation qui consiste, dans certaines parties de l'opinion, à juger que toute opinion contraire à la nôtre est de la désinformation. Donc évidemment, ce qui contribue à une forme de chaos informationnel qui peut nous déstabiliser également. Je dirais que c'est la crise d'adolescence de l'absorption de ce phénomène par notre société. Et il y a, oui, je pense qu'il y a une bonne prise de conscience. Il y a encore un travail immense à faire et un travail qui est sans fin parce que les guerres de l'information ne s'arrêteront plus. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il est inimaginable de gagner la guerre de l'information. Gagner la guerre de l'information, c'est être en mesure de continuer à la mener. Il n'y aura pas de fin. Et c'est quelque chose que nos concitoyens doivent comprendre également et qui implique, je pense, à la fois une sensibilisation plus forte de l'opinion publique et également peut-être de chercher et donner un certain nombre d'outils, de l'éduquer à traiter l'information avec un certain recul. Vous liez aussi la dimension anthropologique, l'enjeu de la guerre par milieu social et du coup pour vous, hein, avant tout anthropologique. Vous soulignez dans ce sens l'importance des vertus face aux valeurs qui n'ont de cesse d'évoluer. Je vous cite, le meilleur moyen de résister aux attaques cognitives est de renforcer les vertus qui sont un exercice concret et une manière de garder ou de reprendre le contrôle de soi-même et de son humanité. Pouvez-vous approfondir brièvement cet enjeu? Oui, tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que la guerre de l'information, elle est souvent chercher à jouer sur nos perceptions. Elle va chercher à jouer sur notre pathos. Elle va chercher à jouer sur nos émotions, sur nos préjugés, sur nos réflexes. Et donc, le seul moyen, on peut être trompé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de produire des images qui sont tellement bien faites qu'il est très difficile de ne pas s'y tromper. Et dans les mois à venir, il sera totalement impossible pour vous et moi de faire la différence entre le faux et le réel. Donc, ça implique la capacité à développer notre esprit critique. Ça implique la capacité à analyser une situation, voir si elle est déjà à peu près crédible, si le discours qu'on nous propose est un discours logique, si ce discours qu'on nous propose est un discours qui cherche à nous manipuler ou non. Eh bien, le meilleur moyen de ne pas être manipulé, c'est de prendre un petit peu de recul, justement, et de développer son esprit critique. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur les vertus et sur le contrôle de soi, c'est-à-dire ne pas se laisser dépasser ou submerger par nos propres préjugés. Encore une fois, en guerre de l'information, si je veux réussir en guerre de l'information, je vais chercher, si vous, je vous cible directement, ce que je vais chercher à faire, c'est de chercher quelles sont les émotions les plus fortes, susceptibles de susciter votre colère, susceptibles de susciter votre indignation, susceptibles de susciter vos passions. Et à partir du moment où un message cherche à susciter ces passions,
eh bien, je vous incite à prendre 3 pas de recul, à essayer d'analyser et de décrypter, savoir si vous êtes vraiment dans le cadre d'un redressement critique de l'information qu'on vous propose ou si vous êtes tout simplement en train de vous faire promener par le bout du nez. Mon colonel, auriez-vous un dernier message pour optimiser la formation et la sensibilisation de la jeunesse française à ces enjeux de lutte informationnelle? Alors j'aurais un message, oui. Je pense que votre génération est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi dans le monde de la fin de l'histoire, de la Pax Americana. Vous grandissez dans le monde du retour de la guerre, du retour des chocs de puissance. C'est, heu, c'est quelque chose qui est, en un sens, assez, assez enthousiasmant. Terrible, mais assez enthousiasmant. Pourquoi? Parce que notre Europe et notre vieille France pouvait peut-être s'endormir un petit peu dans une forme de consumérisme. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, je pense que notre jeunesse a besoin de retrouver des réflexes citoyens et le premier des réflexes citoyens, le premier à la fois des droits et des devoirs du citoyen, c'est de se battre pour la cité. De se battre pour affirmer ses intérêts, affirmer le fait qu'il a des intérêts et qu'il doit les défendre, se battre également pour défendre ce qu'il croit juste, se battre également pour, forger le monde et quelque part notre liberté. La liberté politique, c'est quoi? C'est bien de forger le monde, c'est bien de forger notre avenir collectif et peut-être qu'il y avait eu une forme de renoncement dû à trop de facilité. Aujourd'hui, ce renoncement n'est plus possible et donc le 1er message ou le dernier message après cette interview que je vous donne, eh bien, c'est retrouver l'esprit combattant. C'est bien reçu, mon colonel. Les jeunes IHEDN vous remercient pour cet entretien passionnant. Nous invitons tous nos abonnés à se procurer votre dernier manuel incontournable d'influence et de guerre de l'information, Vaincre sans violence. C'est tout pour cette interview, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement.